Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle web émission Artiste-Auteur, un statut dédié aujourd'hui au sujet passionnant de la gestion collective. Alors la gestion collective, qu'est-ce que c'est? On s'est rendu compte durant nos différentes émissions eh bien que beaucoup d'artistes-auteurs connaissaient peu ou mal le principe juridique de la gestion collective et toutes les réalités qu'il y a derrière. Alors on remercie chaleureusement le professeur André Lucas, spécialiste de droit d'auteur, eh bien d'être venu aujourd'hui pour nous parler juridiquement des grands principes de la gestion collective. Nous sommes aussi en présence de Benoît Peters, que vous connaissez bien. Benoît, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes aussi en présence de Geoffroy Pelletier, qui représente ce soir la SOFIA. Bonsoir Geoffroy. Et en présence, dans un second temps, nous serons avec l'ADAGP, qui est un autre organisme de gestion collective. Mais pour démarrer, je voulais vraiment remercier très chaleureusement le professeur André Lucas de nous faire l'honneur aujourd'hui de nous donner un petit cours rapide et puis de pouvoir interagir avec vous sur ces notions. Pour commencer, peut-être vous pourriez nous expliquer en 2 mots, mais qu'est-ce que c'est que la gestion collective ? Alors, on peut partir de l'idée très, très simple que quand un auteur crée une œuvre, en fait, il se trouve en présence de trois solutions. D'abord, on peut imaginer qu'il exploite son œuvre tout seul sans faire appel au moindre exploitant. Dans cette hypothèse, la question des droits ne se pose pas tellement en vérité. Il n'aura à invoquer ses droits que s'il est victime d'une contrefaçon, d'une atteinte, mais autrement, on n'en parlera pas beaucoup. Mais la deuxième solution, c'est la gestion individuelle. La gestion individuelle, ça va le conduire à passer un contrat avec un exploitant. Il va lui céder tout ou partie de ses droits et en contrepartie, l'exploitant va s'engager à exploiter son œuvre et va lui assurer une rémunération, en principe une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de l'exploitation, mais dans certains cas, ça pourrait être une rémunération forfaitaire. Et puis, il y a une troisième solution, c'est celle-là qui nous intéresse, c'est celle de la gestion collective. Dans cette hypothèse, l'auteur contracte avec un organisme, longtemps on les a appelés des sociétés, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Il contracte avec un organisme auquel il va céder tout ou partie de ses droits et cet organisme va gérer ses droits pour son compte, dans son intérêt et sous une forme qui a un aspect mutualiste assez prononcé. La gestion collective, en fait, fondamentalement, c'est ça. Mais quand même, pour aller un petit peu plus loin que cette approche simpliste, je voudrais répondre dans les quelques minutes que je veux consacrer à cette présentation générale à 3 questions. D'où vient-elle, la gestion collective? Quelle est sa raison d'être et sur quelle base juridique est-elle organisée? Alors, d'où vient-elle, la gestion collective? Elle vient de loin. Elle vient en fait d'aussi loin que le droit d'auteur. Et ça, on peut le dire, nous, en France, parce que, en fait, le premier embryon d'organismes de gestion collective, on le doit à Beaumarchais. Avant même la création officielle du droit d'auteur, en 1777, Beaumarchais crée un bureau, une association des auteurs dramatiques qui préfigure ce que va devenir ensuite, ce que va être la SACD, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Donc, c'est très ancien. La vérité, c'est que pendant longtemps, la gestion collective a été, sinon le parent pauvre du droit d'auteur, mais en tout cas ne jouait pas un rôle très important, n'était pas prise en compte de façon très, très sérieuse par le législateur qui s'en tenait à une approche personnaliste qui, pour lui, conduisait à privilégier la gestion individuelle. Ce n'est pas un hasard si le contrat type de droit d'auteur, celui qu'on a réglementé dès le départ et qui continue à figurer en premier dans les lois, c'est le contrat d'édition. Là, on est typiquement en présence d'une gestion individuelle. Mais petit à petit, on s'est rendu compte que la gestion collective méritait d'être davantage prise en compte. En France, c'est surtout avec une loi en 1985 qu'on en a pris conscience et qu'on en a tiré les conséquences. Et puis au niveau de l'Union européenne, c'est en 2014, vous voyez que tout ça est relativement récent. Donc c'est ancien, mais la gestion collective n'a pris son importance véritable que depuis quelques décennies, on pourrait le dire comme ça. Deuxième question, quelle est sa raison d'être? Je devrais dire quelles sont ses raisons d'être, car en vérité, on voit bien que la gestion collective, elle est indispensable tant du point de vue des auteurs eux-mêmes que du point de vue des utilisateurs des œuvres. Du point de vue des auteurs eux-mêmes, il est facile de montrer, chacun le comprendra, que pour certaines œuvres,
la gestion individuelle n'est pratiquement pas possible. Personne ne peut imaginer que l'auteur d'une œuvre musicale va gérer lui-même ses droits, courir de discothèque en discothèque, de salle de concert en salle de concert. Ça n'a évidemment pas de sens. C'est pourquoi la gestion collective a toujours été extrêmement importante dans le domaine de la musique. Mais ce qu'on dit pour la musique vaut aussi pour tous les répertoires, même si la gestion collective joue un rôle plus important encore en matière musicale et en matière audiovisuelle que dans d'autres domaines, comme dans le domaine de la littérature. Donc, la raison d'être, la première raison d'être de la gestion collective, c'est qu'elle est indispensable pour gérer les droits sur certaines œuvres. Elle est indispensable aussi pour gérer certains droits. Par exemple, l'auteur se voit reconnaître certains droits qui, par nature, ne peuvent être exercés que par l'intermédiaire d'une société de gestion collective. On parlera tout à l'heure du droit de prêt public. Eh bien, ce droit, dont on vous parlera davantage, il ne peut être exercé de manière efficace qu'à travers un organisme de gestion collective. Mais c'est vrai, par exemple, en matière d'art graphique et plastique pour le droit de suite. En pratique, le droit de suite, qui est un droit donné à l'auteur d'une œuvre graphique ou plastique de percevoir un pourcentage sur la revente de ses œuvres, ce droit ne peut être exercé en pratique que par une société de gestion collective, car il faut tout un réseau de surveillance pour savoir quand les œuvres sont revendues. Et donc, en pratique, ça passe là encore, par la gestion collective. Et puis, il n'y a pas que les droits exclusifs, ou certains d'entre eux, qui ne peuvent être exercés que par la voie de la gestion collective. C'est vrai pour les droits à rémunération. On va parler de la copie privée. Chacun sait, même si tout le monde ne connaît pas le détail, évidemment, de la réglementation, qu'il existe depuis longtemps en France une rémunération pour copie privée qui est assise sur des supports d'enregistrement. Eh bien, en pratique, là encore, ce droit à rémunération ne peut être exercé que par l'intermédiaire d'organismes de gestion collective. Donc, la première raison d'être de la gestion collective, c'est que pour certaines œuvres et pour certains droits, elle est incontournable. Et puis, il y a une deuxième raison d'être, c'est que pour les utilisateurs, elle est aussi une nécessité. Il faut bien comprendre, chacun le comprend facilement, que les diffuseurs aujourd'hui ont besoin d'avoir accès à des quantités d'œuvres en même temps, si je puis dire. Ils ont besoin d'avoir accès à des répertoires. La notion clé en matière de gestion collective, c'est celle de répertoire. Les diffuseurs veulent accéder non pas à des œuvres une par une, mais à des répertoires. Seules les sociétés, les organismes de gestion collective peuvent fournir l'accès à ces répertoires. Ces répertoires varient. Ces répertoires sont constitués par le répertoire des œuvres dont la société de gestion collective a la gestion propre, mais ce répertoire est composé plus largement du répertoire des autres organismes de gestion collective qui passent avec chacune des sociétés de gestion collective des accords dits de représentation réciproque en pratique. Pour prendre un exemple simple, ça signifie que quand vous avez accès au répertoire de la SACEM, en réalité, ce n'est pas seulement au répertoire de la SACEM que vous avez accès, mais par le fait même, vous avez accès au répertoire des sociétés sœurs de la SACEM, c'est-à-dire de la GEMA pour l'Allemagne, de la SGAE pour l'Espagne, etc. Ça couvre à peu près toutes les sociétés au monde. Troisième question, et je vais pouvoir rester dans les temps, sur quelle base juridique est organisée la gestion collective? D'abord, il faut dire qu'en France, comme dans la plupart des pays de l'Union européenne, il y a un grand nombre de sociétés de gestion collective. Ce n'est pas le cas partout dans le monde. Il y a des pays dans lesquels il existe une seule société de gestion collective qui gère l'ensemble des répertoires. Dans les pays africains, par exemple, c'est encore le cas dans la plupart des pays. Mais en France, nous avons un grand nombre de sociétés de gestion collective, ce qui fait que c'est difficile de s'y retrouver. Et le but de la réunion aujourd'hui, c'est de jeter un peu de lumière sur la diversité de ces sociétés, et on en parlera ensuite. Sur quelle base juridique? Eh bien, la base juridique, il y a deux bases juridiques possibles. Les organismes de gestion collective peuvent se faire consentir des mandats, c'est la figure juridique du mandat qui est bien connue, mais elles préfèrent la plupart du temps
se faire consentir des cessions. Alors, il faut bien s'entendre sur le mot cession. Ça ne signifie pas que l'auteur va nécessairement apporter l'ensemble de ses droits à l'organisme de gestion collective. Il y a une réglementation assez précise là-dessus, notamment au regard du droit de la concurrence, qui empêche les organismes de gestion collective d'exiger un apport de la totalité des droits. Ça complique beaucoup les choses, mais c'est indispensable si on veut pouvoir articuler gestion collective et gestion individuelle, les auteurs n'étant pas obligés d'apporter tous leurs droits. Donc la figure juridique la plus répandue, c'est celle de la cession. Mais c'est une cession un peu particulière. Quand un auteur cède ses droits à un éditeur, l'éditeur devient, dans la langue juridique, on dit un cessionnaire, c'est lui qui exerce complètement les droits, et non plus l'auteur, sous réserve du droit moral qui naturellement reste à l'auteur. En revanche, dans le cas d'un apport, c'est la formule qui est utilisée à un organisme de gestion collective, là les choses sont un peu différentes car la gestion est opérée dans l'intérêt de l'auteur. Alors, les juristes disent que c'est une formule un peu fiduciaire. L'organisme de gestion collective ne gère pas dans son intérêt propre, mais dans l'intérêt des auteurs, et ça emporte évidemment un certain nombre de conséquences juridiques. Et puis, dans les relations entre l'organisme de gestion collective et les utilisateurs, eh bien, il y a des contrats généraux qui sont passés et qui ont précisément pour objet de permettre aux utilisateurs, aux diffuseurs essentiellement, de puiser dans les répertoires selon les modalités que j'ai brièvement présentées tout à l'heure. Voilà, très rapidement, je crois ne pas avoir trop, en tout cas, dépassé les quelques minutes qui étaient convenues. Voilà la présentation générale qu'on peut faire de la gestion collective. Merci beaucoup parce que c'était extrêmement précis, clair et synthétique pour un sujet qui est ô combien complexe, n'est-ce pas? Parce que c'est vrai que nous, ce qu'on constate en tout cas sur le terrain, beaucoup d'auteurs et d'autrices ont du mal à appréhender exactement ce qu'est la gestion collective parce que de manière générale, de toute façon, quand on rentre dans ces métiers, on n'entre pas dans ces métiers avec des formations juridiques. On a très peu de connaissances paradoxalement du droit d'auteur en fait. Donc il y a une vraie méconnaissance d'un certain nombre de sujets. Et en plus de ça, c'est vrai, comme on l'a dit, c'est la commission de contrôle des organismes de gestion qui parle de labyrinthe. C'est vrai que c'est difficile par moment de s'y retrouver sur tous les organismes, tous les répertoires. Nous, on a eu énormément de questions sur les différents lives, sur est-ce qu'il faut que j'adhère à tel ou tel organisme, sur quel périmètre, quel champ. Peut-être, Benoît, tu peux démarrer en parlant un peu, toi, de ton expérience, parce que la voix de l'auteur sur le live, c'est vraiment la voix de l'expérience vécue. Et moi, je me souviens qu'à mes débuts, je concevais surtout le rapport à l'éditeur. Je n'imaginais pas vraiment autre chose. Mais quand j'ai commencé à devenir un peu plus professionnel, je vivais à l'époque en Belgique et il y avait un bureau qui rassemblait l'entité belge de la SACD et de la SCAM. Donc la SACD, comme il a été dit, c'est la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, et la SCAM, Société civile des auteurs multimédia, j'y reviendrai un petit peu après. Alors, comme par exemple j'écrivais de temps en temps avec un ami des pièces radiophoniques, il était absolument indispensable d'être inscrit à la SCAM, à la SACD pour le répertoire de fiction radiophonique ou pour du travail de scénario dans l'audiovisuel. Donc, j'ai été membre assez naturellement et puis on m'a dit, mais il faut aussi être membre de la SCAM pour d'autres aspects de ton travail, pour d'autres types de droits. Et là, la SCAM était une société beaucoup moins ancienne que la SACD, puisque la SCAM était une sorte de dissidence de la Société des gens de lettres. La Société des gens de lettres avait géré depuis le temps de Balzac, Dumas et Hugo, les intérêts des auteurs de l'écrit, mais étaient apparues de nouvelles catégories d'auteurs, dont les auteurs de documentaires, par exemple, qui n'étaient pas pris en compte par la SACD et qui ne s'estimaient pas vraiment bien traités à la Société des gens de lettres. Et puis il y avait aussi des auteurs de radio, mais d'œuvres plutôt journalistiques ou de grands documentaires, de grands reportages à la radio. Et donc cette société gère un autre type de droit que la SACD. Et beaucoup d'auteurs comme moi se sont inscrits très naturellement dans les deux, puisque leur répertoire ne se recouvrait pas.
Au fil du temps, on a vu d'autres sociétés comme la SOFIA, dont Geoffroy Pelletier pourra nous parler, ou la DAGP, qui est davantage liée à l'image, ou la SAIF, etc. Et bien sûr la SACEM pour tout l'élément musical. Et c'est vrai que pour un auteur, ce n'est pas toujours évident de savoir. Moi-même, je ne suis pas toujours sûr de savoir si l'ensemble de mes droits de gestion collective sont bien couverts par mes deux adhésions à ces deux sociétés. Et pourtant, j'ai été impliqué dans la vie de la SCAM depuis très longtemps, d'abord en Belgique, puis en France. Mais malgré cela, on découvre de temps en temps des petites zones d'ombre. Et puis évidemment, la gestion collective suppose pour un auteur non seulement de s'inscrire comme tel, comme personne, mais d'inscrire ses œuvres, de déclarer ses œuvres. Par exemple, une chose qui n'est pas toujours su par beaucoup d'auteurs, c'est que quand on donne une interview à la radio, une interview un petit peu nourrie, ça t'arrive, Samantha, ça m'arrive, ça arrive à certains d'entre nous, eh bien, ces interviews radiophoniques qui ne sont pas rémunérées de façon directe par la chaîne de radio, elles peuvent l'être si on les déclare Écoute, à la SCAM. Mais il faut à chaque fois faire un petit bulletin. Pardon ? Tu m'apprends quelque chose ce soir. On en apprend vraiment oui. tous les jours dans les... Et alors, attends, tu vois, même nous ne le savons pas suffisamment. Tu dois remplir un petit bulletin indiquant la diffusion, éventuellement la diffusion sur Internet. Aujourd'hui, c'est devenu à peu près automatique. La durée, les éventuels co-auteurs. Et si tu le fais, bien chaque fois que l'œuvre est rediffusée, évidemment, ça te donnera des droits qui ne sont pas colossaux, mais qui, à la longue, s'ajoutent à ceci, à cela, etc. Et c'est beaucoup ça, la gestion collective. C'est finalement beaucoup de petits droits, parfois plus gros, parce que par exemple en Belgique, la reprographie, donc la copie des œuvres écrites, est très bien rémunérée. En France, elle l'est moins. Mais voilà, les auteurs ne savent pas toujours qu'il y a des droits à aller chercher à gauche ou à droite et qui ne relèvent pas du tout de nos droits primaires et qui ne lèsent personne, mais simplement qui demandent quand même un peu de vigilance et quelques démarches et un peu de concertation avec la société. Donc voilà, ce qu'on appelle de ce gros mot aujourd'hui qui circule beaucoup dans les débats, les OGC. Les OGC, ce n'est pas une sorte de grand bloc, ce n'est pas une multinationale, ce sont des sociétés qui ont leurs spécificités et qui quand même si quelquefois on regrette qu'elles empiètent sur des terrains qui relèveraient davantage du syndicalisme, mais les OGC rendent évidemment de grands services aux auteurs. Et par exemple, dans le monde audiovisuel, pour les scénaristes et les réalisateurs, les montants perçus à travers la gestion collective sont parfois l'essentiel de la rémunération. Oui. Geoffroy, peut-être que tu peux rebondir et du coup nous faire une présentation de la SOFIA que connaissent quand même beaucoup d'auteurs et autrices du livre, mais pas assez, et peut-être nous expliquer en 2 mots voilà, les principaux droits, ce que ça recouvre et puis les modalités d'adhésion aussi par rapport à tout ça. Oui, en quelques mots. D'abord, peut-être redire ce qu'a dit un peu André Lucas, c'est-à-dire que dans le secteur du livre, la gestion collective est extrêmement peu importante. C'est la gestion individuelle qui prédomine. Et il n'y a guère que 3 catégories de droits, à ma connaissance, qui sont en gestion collective. Il y a le droit de prêt, dont je vais dire un mot. Il y a la copie privée numérique, mais pas depuis si longtemps. Longtemps, ça a été surtout le sonore et l'audiovisuel. Et puis maintenant, depuis le début des années 2000, la copie privée numérique concerne aussi le texte et l'image, donc le livre, mais aussi la presse. Et puis il y a la reprographie, le droit de reprographie, mais qui est géré par le CFC, la SOFIA gérant à la fois le droit de prêt et une partie de la copie privée numérique pour le texte et l'image. Juste un mot sur la création de la SOFIA, qui est la plus récente de tous les OGC ou de toutes les SPRD, comme on disait avant, dont vous avez parlé, qui a été créée en 1999. Elle a été créée surtout pour pousser justement à l'adoption de la loi sur le droit de prêt. Il y avait une directive depuis 1996 qui n'avait pas été transposée, et la création de la SOFIA, à l'initiative des auteurs, qui ensuite ont été rejoints par les éditeurs, c'était aussi comme objet de pousser à ce qu'il y ait l'adoption de la loi, finalement, en 2003, en 2004. Adoption compliquée pour ceux qui ont suivi à l'époque les débats entre les auteurs, les éditeurs, mais aussi les libraires, les représentants des bibliothèques et les élus des collectivités. Donc aujourd'hui, la SOFIA a une double spécificité. À la fois, elle est uniquement dans le secteur du livre, elle ne s'occupe que de droits dans le secteur du livre. Tout secteur, par contre, ça peut être la littérature, jeunesse, bande dessinée, sciences humaines, etc. Mais c'est que le livre et uniquement le livre. Et puis, elle est gérée à parité par les auteurs et les éditeurs. Ça aussi, c'est une spécificité dès le départ, que ce soit l'Assemblée générale, que ce soit le conseil d'administration, que ce soit quelques commissions qui se créent. C'est une gestion à parité entre les auteurs et les éditeurs.
Et à mon point de vue, c'était vraiment une force pour la défense du droit d'auteur et de ce droit collectif en particulier. Aujourd'hui, on représente un peu plus de 10 000 auteurs du livre, auteurs et autrices, qui peuvent être des écrivains, qui peuvent être des illustrateurs, illustratrices, traducteurs ou traductrices, et un petit peu moins de 500 maisons d'édition, puisqu'on a les deux catégories d'ayants droit. Donc on gère principalement le droit de prêt et la copie privée numérique. Je me concentre pour l'instant sur une petite explication de comment fonctionne le droit de prêt, comment ça marche. Donc, la SOFIA a été agréée par l'État pour la perception et la redistribution du droit de prêt. Et ce droit de prêt, il est basé sur deux contributions. Il y a une contribution de l'État qui est basée sur le nombre d'usagers inscrits en bibliothèque. Chaque année, on multiplie par 1,50 € le nombre d'usagers inscrits en bibliothèque de lecture publique et par 1 € le nombre d'usagers inscrits en bibliothèque universitaire. Tout ça, ça fait bon an mal an un peu plus de 10 millions d'euros qui sont versés donc à la SOFIA. Il y a une deuxième contribution, une deuxième part qui, elle, est assise sur les achats des bibliothèques. C'est ce qu'on a appelé à un moment le prêt payé versus l'idée d'un prêt payant. C'est-à-dire que le prêt, il est payé au moment où le droit de prêter, il est payé au moment où la bibliothèque achète le livre et non pas par ce qui avait été à un moment donné une piste, l'usager de la bibliiothèque qui aurait payé au moment où il empruntait un ouvrage. Du coup, Geoffroy, je te pose juste une question très concrète. Très concrètement, ça veut dire que quand le bibliothécaire arrive en librairie, qu'il achète un livre qui est à destination en fait, de la bibliothèque, c'est là que s'active en fait, le droit de prêt? Tout à fait. En fait, on se base sur deux déclarations. Alors, il y a deux types de déclarations. Il y a une déclaration qui est faite par les bibliothèques, qui nous déclare en fait les achats qu'ils ont effectués auprès des fournisseurs de livres. C'est une déclaration globale, c'est un montant par fournisseur. Et puis il y a des déclarations qui sont faites par le fournisseur de livres, celui qui a vendu les livres aux bibliothèques. Lui nous fait une déclaration détaillée, c'est-à-dire qu'il nous donne à la fois le montant, mais surtout les titres et le nombre d'exemplaires par titre. C'est évidemment extrêmement important, sinon on serait incapable ensuite de redistribuer aux ayants droit les sommes correspondantes à ces livres achetés. La base de cette contribution, c'est 6% du prix public hors taxe des livres, c'est-à-dire le prix auquel l'éditeur fixe le livre, et ça correspond, bon an mal an, un peu plus de 6 millions d'euros, donc ça fait un total aujourd'hui, chaque année, d'environ 17 millions d'euros de perception entre la part État et la part collectée sur les achats des bibliothèques. Sur cette perception totale, il y a un prélèvement des frais de gestion de la SOFIA et il y a un prélèvement pour la contribution au régime de retraite complémentaire des auteurs. J'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure, mais ce qui fait qu'au final, sur ce montant total de perception, on est plutôt sur un montant de redistribution à l'ensemble des auteurs et des éditeurs qui se situe autour de 11 à 12 millions d'euros. Et cette répartition qui se fait ensuite à parité entre les auteurs et les éditeurs, elle se fait sur le nombre d'exemplaires achetés, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien avec le nombre de prêts qui auraient été réalisés ou pas par ouvrage. C'est vraiment le nombre d'exemplaires achetés par titre qui fait qu'ensuite on divise le montant total de la perception par le nombre d'exemplaires achetés et qu'on a une rémunération au titre. Depuis des années, on s'aperçoit que les choses, c'est d'ailleurs un peu vrai pour beaucoup de choses dans le secteur du livre, le chiffre d'affaires, le nombre d'exemplaires vendus, mais c'est vrai aussi dans la gestion collective pour le droit de prêt, on est à peu près à 2 € par titre de rémunération à partager à parité entre l'éditeur et l'auteur ou les co-auteurs. Une petite précision sur les ouvrages traduits, la part auteur est divisée par deux, entre 50% pour l'auteur d'origine et 50% pour le traducteur ou la traductrice. Chaque année, ça représente à peu près 360 000 titres différents qui ont fait l'objet d'une acquisition par les bibliothèques. Donc, ça a aussi un signe de l'extrême diversité des acquisitions des bibliothèques. Ça représente plus de 6 300 000 exemplaires achetés par les bibliothèques chaque année pour le prêt d'ouvrages. Et puis, surtout, ça représente une rémunération pour à peu près 65 000 auteurs ou autrices, donc bien plus largement que les 10 000 auteurs adhérents de la SOFIA, ce qui veut bien dire qu'on a une obligation de reverser ce droit ou qu'il y a un reversement de ces droits à l'ensemble des auteurs, pas seulement ceux qui sont adhérents de la SOFIA, et ça concerne à peu près 2600 maisons d'édition. Deux points qui sont importants. Le premier, c'est donc qu'il n'y a pas d'incidence du nombre de prêts réalisés. On est bien sur le nombre d'exemplaires achetés et donc ça évite les effets éventuellement de best-seller. On sait que les titres les plus prêtés sont souvent les titres les plus achetés en librairie. Là, ce mécanisme est en quelque sorte gommé puisque peu importe le nombre de prêts par ouvrage, on aura la même rémunération par auteur du moment qu'il a été acheté en même nombre d'exemplaires.
À la limite, on pourrait même imaginer qu'un ouvrage ne soit jamais prêté en bibliothèque. À partir du moment où il a été acheté, il y a eu un droit de prêter et donc ça donne lieu à rémunération pour l'auteur et l'éditeur. Et puis, il n'y a pas d'incidence du prix. Il n'y a pas de rémunération plus importante pour les livres les plus chers ou les moins chers, même si la perception est basée sur le prix public hors taxe des livres. Au moment du calcul, c'est uniquement le nombre d'exemplaires qui joue et il n'y a pas de prime à ceux qui ne feraient que des ouvrages très chers par rapport à ceux qui seraient plutôt achetés sous format poche. S'agissant du reversement ensuite des sommes, de la redistribution des sommes, et ça je pense que c'est important par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur les différents organismes de gestion collective, si l'auteur est adhérent de la SOFIA lui reverse directement la part qui lui revient. Donc on verse directement aux auteurs adhérents de la SOFIA la part droit de prêt qui leur revient. Si un auteur est adhérent d'un autre organisme de gestion collective et pas de la SOFIA verse à cet organisme de gestion collective qui reversera les sommes à cet auteur ou à ses co-auteurs. On a un accord si l'auteur, ce qui peut arriver, est adhérent à la fois de la SOFIA et d'un autre organisme de gestion collective. Je prends un exemple totalement au hasard, la DAGP. S'il est adhérent des deux, dans le cadre du droit de prêt, il y a une priorité qui est donnée à la SOFIA et donc c'est la SOFIA qui reversera à l'auteur. Ça s'inverse avec la copie privée numérique de l'image. Si l'auteur est adhérent à la fois à la SOFIA et à la DAGP, c'est la DAGP qui lui versera la somme lui revenant au titre de la copie privée numérique. Donc il y a des accords, non seulement des accords de réciprocité avec les autres pays et les autres organismes de gestion collective à l'étranger, comme le soulignait André Lucas, mais il y a aussi des accords entre les organismes de gestion collective. Il n'y a pas de guerre entre les organismes de gestion collective, mais bien des accords d'entente qui permettent justement de répartir au mieux au profit des auteurs. Et puis, si l'auteur est adhérent ni de la SOFIA, ni d'un autre organisme de gestion collective, alors la somme transite par son éditeur. La part auteur est versée par la SOFIA à l'éditeur et il appartient ensuite à l'éditeur de reverser aux auteurs concernés la part de droit de frais qui leur revient. C'était très clair, Geoffroy. Pardon. Je vais te redonner la parole juste après, t'inquiète pas, parce qu'on va passer après à notre seconde rubrique. Mais c'était très clair et je pense que c'est beaucoup plus limpide sur le mécanisme, au moins de ce que ça fonctionne au niveau du droit de prêt, parce que beaucoup de personnes pensent qu'en fait, c'est au nombre d'exemplaires qui ont été empruntés en bibliothèque, etc. En tout cas, c'est intéressant et de voir aussi les négociations quand même que vous menez entre nous, parce que même si ce n'est pas une guerre entre organismes de gestion, ce sont vraiment des mécanismes de répertoire sur lesquels vous aussi, vous devez trouver des accords pour territorialiser en fait ces différents répertoires en termes de gestion. Et ça, c'est vraiment toute une partie qui est très peu visible pour nous de notre côté, parce que finalement, on adhère, mais on ne voit pas aussi tout cet envers qui est intéressant. On va passer par maintenant Dessine-moi un statut, le traditionnel Dessine-moi un statut, puisque c'est une illustratrice qui nous explique aujourd'hui de manière très simple la gestion collective. Émilie, générique. En droit français, toute œuvre est protégée par le droit d'auteur du seul fait de sa création. Les auteurs et autrices sont titulaires des droits patrimoniaux et d'un droit moral. Ils peuvent autoriser ou interdire toute forme de reproduction ou de représentation de leurs œuvres. Lorsqu'ils souhaitent que l'œuvre soit diffusée, les auteurs et autrices vont gérer individuellement leurs droits et céder ces derniers à des exploitants à travers des contrats individuels. Par exemple, le contrat d'édition. Parfois, la multiplication des modes et supports d'exploitation rend difficile cette gestion individuelle des droits, car les auteurs et autrices ne peuvent pas toujours tout contrôler. Prenons l'exemple d'une compositrice qui crée une chanson, qui sera par la suite diffusée à la radio, à la télévision, sur Internet. Si théoriquement elle devait signer un contrat de cession avec chaque diffuseur de la chanson, on voit bien qu'en pratique cela s'avérerait compliqué. Pourtant, l'autrice est en droit de percevoir des rémunérations en contrepartie de chaque utilisation de son œuvre. La gestion collective du droit d'auteur est donc utilisée pour faciliter l'exercice effectif des droits de propriété intellectuelle. La gestion collective est parfois facultative. Dans ce cas de figure, les auteurs et autrices, en tant que titulaires de droits, choisissent librement de les apporter à un organisme de gestion collective, lequel gérera les autorisations, la récolte et la répartition des rémunérations. Par exception, la gestion collective est parfois obligatoire lorsque le législateur le décide. Certaines prérogatives de l'auteur ont été transformées en droits à rémunération. Tel est le cas par exemple de la copie privée, du prêt en bibliothèque et de la radiodiffusion. Pour toucher les droits qui leur reviennent de fait, les auteurs et autrices doivent faire la démarche volontaire d'adhérer à des organismes de gestion collective.
Les organismes de gestion collective sont des sociétés privées sous la tutelle du ministère de la Culture. La France dénombre 22 sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur, dont les répertoires sont parfois très différents et parfois concurrents. C'était Dessine-moi un statut. Nous sommes de retour. Benoît, tu avais envie de réagir. Vas-y. J'avais envie d'ajouter une petite précision historique sur le droit de prêt, parce que ça a été une conquête. Ce n'était pas quelque chose d'évident. Pendant longtemps, les auteurs n'ont rien touché par rapport aux livres de plus en plus nombreux empruntés en bibliothèque. Et on le doit à quelqu'un qui a fait énormément pour le livre et peut-être pour la santé du livre. C'est Jérôme Lindon, le patron des éditions de Minuit, qui non seulement a été l'inspirateur de la loi Langue sur le prix fixe du livre, et c'est une loi qui a, en sauvant la librairie française d'une concurrence sauvage, a peut-être sauvé beaucoup d'auteurs et beaucoup de maisons d'édition, mais c'est aussi Jérôme Lindon qui, tout à la fin de sa vie, voyant la progression du prêt en bibliothèque, s'est battu pour que ce droit soit reconnu et rémunéré. Et donc là, on a vraiment le cas d'un éditeur qui a été soucieux non seulement de gestion collective, mais d'intéresser l'ensemble des intervenants de ce qu'on appelle la chaîne du livre à une rémunération. Donc voilà, quelquefois, on voit que des éditeurs émérites peuvent se soucier aussi d'étendre les droits des auteurs. Voilà. Tout à fait. Et c'était une conquête parce que c'était un nouveau type de droit. C'était un droit auquel on n'avait pas accès avant. Et je crois que ça, c'est très important. Il y a eu la même chose sur la reprographie, c'est aller chercher des lieux où on pouvait trouver de l'argent. On sait à quel point la copie privée pour l'audiovisuel a été déterminante. En tout cas, c'est intéressant aussi historiquement, parce que c'est des choses qu'on a beaucoup étudiées, de voir que la mobilisation des auteurs était essentielle, mais finalement, la SOFIA est paritaire auteur-éditeur, c'est-à-dire que si je comprends bien, il a fallu l'intervention des éditeurs pour avoir assez de poids quelque part pour entériner la loi du droit de prêt. Je ne sais pas s'il a fallu les éditeurs pour qu'il y ait assez de poids, mais je pense que le fait qu'il y ait un combat commun mené sur cette question en accord complètement entre les auteurs et les éditeurs, oui, ça a joué sur le fait que l'ensemble des ayants droit ont pu obtenir, comme le disait Benoît, un nouveau droit sur le prêt en bibliothèque. Donc oui, je pense que c'est la force et la conjonction des deux ayants droit principaux dans le secteur du livre qui a fait qu'on a obtenu in fine, sur un combat qui a été très rude, enfin Benoît le rappelait à demi-mot, mais il y a eu des articles dans la presse qui ont été terribles sur un certain nombre d'auteurs et d'éditeurs, donc il y a eu un vrai combat qui a été mené. Et oui, je pense que c'est la force commune des deux qui a permis ça, auteurs et éditeurs, et aujourd'hui encore, c'est ça qui permet de maintenir le droit de prêt, de défendre le droit d'auteur au niveau européen et international. Tous les secteurs ensemble, c'est mieux, mais en plus, tous les ayants droit ensemble, c'est formidable. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur André Lucas, de ces échanges? Eh bien, écoutez, sur le droit de prêt public, j'adhère évidemment à ce qui a été dit sur le fait que c'est une avancée extrêmement importante pour les auteurs du livre et qu'il faut saluer et approuver. Simplement, il faut reconnaître que c'est un droit d'une nature assez particulière. D'abord, ce n'est pas un droit exclusif, c'est un droit à rémunération. Alors que, par exemple, en matière de location, pas de prêt, mais en matière de location, c'est un droit exclusif. Un droit exclusif, ça donne une position plus forte pour négocier, le cas échéant, des rémunérations plus élevées, et donc c'est une protection meilleure. Je suis très conscient du fait que ici, le droit à rémunération s'imposait comme solution de compromis compte tenu des oppositions très, très virulentes qui étaient formulées contre le projet de loi. Donc je ne critique pas, mais j'observe que c'est simplement un droit à rémunération. Et d'autre part, c'est un droit à rémunération qui fonctionne selon une logique qui est un peu étrangère au droit d'auteur. Geoffroy Pelleté l'a très bien expliqué. Parce que la rémunération pour copie privée, elle profite aux auteurs à proportion des copies dont leurs œuvres font l'objet. Plus vous êtes copié, plus vous allez recevoir une rémunération importante. Et ici, ça n'est pas le cas. Encore une fois, ce n'est pas une critique que je fais, mais simplement, je voulais insister sur la singularité de ce droit de prêt public, qui est une avancée importante, mais une avancée originale.
Merci Samantha, beaucoup est-ce que je peux compléter Je t'en prie, vas-y. Non, mais la singularité, je la partage totalement, et notamment quand on compare la façon dont le droit de presse est mis en place en France et dans les autres pays, ce sont des systèmes extrêmement différents. On a des accords de réciprocité avec les autres pays qui permettent aux auteurs français, quand leurs ouvrages sont empruntés dans des bibliothèques étrangères, de percevoir aussi du droit de prêt. Je pense qu'on n'a pas assez d'accords de réciprocité et qu'il faudrait développer plus ces accords de réciprocité pour aller chercher plus de rémunération pour nos auteurs et nos éditeurs. Mais l'écart des systèmes qui ont été mis en place dans les pays est assez sidérante. Le système français basé sur les exemplaires achetés avec une contribution de l'État et une contribution collectée par les fournisseurs et reversée par les fournisseurs, c'est très original et ça n'existe quasiment nulle part ailleurs. Et cette singularité, elle a eu aussi pour effet de voir qu'aujourd'hui, on est probablement le pays où le montant de perception du droit de prêt est le plus important, sinon le plus important en Europe, et qu'il ne connaît pas du tout la décroissance qu'on peut observer dans certains autres pays. Donc c'est une singularité, certes, mais qui est extrêmement bénéfique, me semble-t-il, pour les ayants droit. Geoffroy, est-ce qu'on répartit, par exemple, aux pays qui ne font pas la réciprocité, par exemple les auteurs américains, est-ce que les montants du droit de prêt sont reversés à une société américaine ou est-ce qu'ils restent en France? C'est très compliqué avec les États-Unis, mais ce que tu dis par ailleurs est vrai, c'est-à-dire qu'on peut avoir des accords unilatéraux qui ne sont pas forcément bilatéraux entre les pays, et on peut être amené, nous, à reverser du montant de droits de prêt sur des ouvrages étrangers achetés par des bibliothèques, alors qu'on ne perçoit pas nécessairement en réciprocité des montants de ces pays-là. Mais je dirais que plus on a d'accords de réciprocité, même unilatéraux, plus le droit de prêt est du coup présent dans les pays, plus il est fort, plus il a de chances de se maintenir, plus c'est intéressant pour les ayants droit. Mais notre volonté, c'est bien d'avoir aussi le plus possible d'échanges bilatéraux où il y a un échange de rémunération entre les deux pays. On est notamment en train de travailler sur ce point-là avec la Belgique, qui est quand même pas le pays le plus éloigné de la France à tout point de vue, et on est en train seulement là de travailler à cet accord de réciprocité. Alors, on a énormément de questions dans le chat. Est-ce que je peux dire un mot au sujet de la question qui vient d'être abordée? Il faut distinguer le cas des auteurs étrangers mais ressortissants de l'Union européenne et le cas des autres auteurs. Dans le cas des auteurs ressortissants de l'Union européenne, là, ça s'applique complètement le principe de non-discrimination. Ils doivent être traités absolument de la même façon que les auteurs français. En revanche, pour les auteurs hors Union européenne, le droit de prêt public ne fait pas partie des droits qui sont soumis au traitement national. Enfin, en tout cas, on peut en discuter. Et donc, on pourrait opposer une réciprocité aux pays qui ne pratiquent pas ce droit de prêt pour éviter d'avoir à payer, au fond, à payer une rémunération à ce titre aux ressortissants d'un pays qui, lui, ne donnerait aucune rémunération aux auteurs français ou européens. Tout à fait. En tout cas, pour prendre dans les témoignages, c'est vrai que nous, on a ces difficultés, notamment côté Sophia, quand on est co-auteur avec des auteurs étrangers. Et en effet, japonais, aux États-Unis, ce qui arrive, c'est pas toujours le cas, mais ça arrive. Il y a une difficulté à ce niveau, et notamment sur la question des co-auteurs assez régulièrement, qui est une question. Alors, peut-être, Geoffroy, tu as une réponse là-dessus. Il faut comment faire dans ce cas-là quand l'auteur, finalement, n'est pas dans le co-auteur n'est pas dans le champ de la Sophia? Alors, oui, c'est malheureusement pas qu'une difficulté quand le co-auteur est d'un autre pays. C'est déjà compliqué quand les deux co-auteurs sont français. Le plus simple, c'est que les deux co-auteurs soient à la Sophia, mais ça donne l'idée que je pousse à l'adhésion à la Sophia. Mais si les deux co-auteurs sont dans un même OGC, même si c'est pas la Sophia, c'est assez facile aussi, puisque du coup, on peut avoir les clés de répartition. La question là-dedans, c'est quelle est la clé de répartition entre les co-auteurs d'un même ouvrage? C'est souvent seul l'éditeur qui en dispose. C'est très compliqué de les avoir quand on n'a qu'un des deux co-auteurs qui est à la Sophia et l'autre qui ne l'est pas, ou qu'un des deux co-auteurs qui est à la DHGP ou à la SCAM et l'autre qui ne l'est pas. Et c'est une difficulté, je la connais depuis longtemps, bien avant de prendre la direction de la Sophia. C'est un des points qui cristallise les difficultés, puisque un co-auteur, pour les œuvres dont il est l'auteur seul, se dit je perçois directement de la Sophia, je n'ai pas de problème à attendre que mon éditeur me
me reverse. Mais par contre, pour les ouvrages où j'ai un autre co-auteur et s'il ne veut pas adhérer à la SOFIA, alors je dois attendre que mon éditeur me reverse les sommes. Ce qui est fait, mais évidemment un peu plus tardivement. Donc ça, c'est une question sur laquelle on travaille. Je pensais que ce serait plus simple à résoudre en arrivant à la SOFIA que ça n'est vraiment, mais ça reste vraiment une des priorités de ce qu'on doit résoudre. Et ce n'est pas uniquement dans le cas du droit de prêt. La question des co-auteurs dans les accords de réciprocité aussi est une vraie question compliquée. Tout à fait. Alors, on a énormément de questions. Donc, Geoffroy, pour commencer, pourquoi la SOFIA, contrairement à la SCAM, n'accepte pas les auteurs auto-édités ? Alors, je ne sais pas si la SCAM accepte les auteurs auto-édités, mais c'est vrai qu'on n'a pas d'auteurs auto-édités. D'abord, c'est dans nos statuts. Pour être adhérent de la SOFIA, il faut avoir été édité à compte d'éditeur. Et de toute façon, le droit de prêt est basé légalement ne concerne que des ouvrages qui ont fait l'objet d'un contrat d'édition. De toute façon, on ne pourrait rémunérer que les auteurs des ouvrages qui ont fait. Il faudrait changer la loi du droit de prêt. En fait, c'est ça que ça sous-entend. C'est-à-dire que la conception de la loi du droit de prêt fait que l'auto-édition ne rentre pas dans le champ. Non, exactement. Voilà, donc une réponse pour nos amis auteurs et autrices auto-édités qui quand même viennent maintenant d'avoir une ouverture de droit dans le régime artiste-auteur, ce qui est quand même une avancée au-delà du contrat même d'édition, mais sur l'acte de création même, et puis la capacité aussi par choix des auteurs-autrices de ne pas forcément créer et diffuser leurs œuvres à travers une maison d'édition. Alors pourquoi les éditeurs n'imposent pas aux auteurs du livre de leur rembourser d'abord leur minimum garantie grâce à leur rémunération SOFIA? Pourquoi les auteurs doivent-ils leur rembourser l'avance qui a servi à écrire avec les pourcentages de vente et pas sur les pourcentages liés au prêt? Il y a des idées dans le chat aujourd'hui. Mais peut-être, voilà. Vas-y, Geoffroy, je te laisse. Après, je laisse les associations d'auteurs s'emparer ou pas de cette suggestion. Je profite peut-être juste pour rappeler un point qui est très important et que j'ai pas mentionné parce que ce serait trop long. Il faudrait presque un séminaire de 2 jours pour rentrer dans le détail du droit de prêt. Oui. Mais il y a un point qui est très important sur cette question d'avaloir, c'est que la rémunération du droit de prêt, quand elle est reversée par un éditeur, doit se faire de toute façon, quand bien même l'avaloir n'a pas été, sur ce titre-là, l'avaloir n'a pas été compensé. C'est hors champ par rapport à toutes les autres rémunérations. On sort complètement du débat sur les droits dérivés, les droits seconds, est-ce que ça rentre, les compensations intertitres, les compensations interdroits. De toute façon, peu importe, le droit de prêt, mais c'est vrai pour l'ensemble des droits de gestion collective, ne peut pas ne pas être reversé sous prétexte que l'avaloir n'a pas été compensé. C'est extrêmement important à savoir pour l'auteur. C'est important à savoir si des éditeurs nous écoutent aussi ce soir, et c'est un point qui est très important à rappeler. Oui, parce que sur des réductions de compte, hélas, on a déjà vu des cas de soustraction, enfin en tout cas avec les droits de gestion collective et en tout cas le droit de prêt. Et c'est vrai qu'il y a quand même une ambivalence au niveau de la SOFIA qui est que donc il faut adhérer. Si on n'adhère pas, ça passe par notre éditeur et encore par d'autres modalités. Mais ça, on va avoir des petites vidéos témoignages dessus sur ces fonctionnements. Si l'auteur est adhérent ni de la SOFIA ni d'un autre organisme de gestion collective, on n'a aucun autre moyen que de passer par l'éditeur. Oui, je sais. Pour que les sommes lui soient reversées. Je sais bien. Ah non, c'est pas de l'ambivalence, c'est du pragmatisme. Non, c'est du pragmatisme, mais néanmoins, c'est beaucoup moins favorable à l'auteur que ça passe par sa reddition de compte éditeur au niveau de la temporalité que via la SOFIA. Au niveau de la temporalité, mais sinon, le montant est exactement le même. Oui, le montant est le même, mais c'est vrai que nous, les temporalités... On a besoin de notre argent pour vivre, donc c'est très important. Mais il y a une obligation, je crois, pour l'éditeur de verser cette part du prêt public. Ce n'est pas quelque chose qu'il peut faire vaguement. Je crois que sinon, il y a des contrôles et des sanctions possibles là-dessus. Oui, mais c'est vrai que parfois c'est flou, il faut être honnête, sur les redditions de comptes, ça peut être très flou, donc c'est vrai que c'est peut-être un sujet sur lequel il faudrait qu'on s'attaque aussi par ailleurs, il y en a tellement. Mais c'est vrai que c'est obligatoire, et comme je disais, peu importe que l'avaloir ait été compensé ou pas, c'est-à-dire que peu importe que l'éditeur ait d'autres droits à verser, il doit quand même, à minima, verser le droit de prêt et éventuellement la reprographie, s'il y a aussi un droit de reprographie à verser, puisque la reprographie transite par principe par l'éditeur, même si on est en train d'ouvrir un peu en ce moment les vannes sur ce sujet.
Alors, Geoffroy, je voulais te poser un peu la question qui fâche, en tout cas celle qui anime nos débats ces derniers temps sur la représentativité. Je ne te reçois plus. La Sophia n'est plus là, mais sur la représentativité, puisque c'est vrai que c'est des grands sujets en ce moment, articulation, syndicats, organismes de gestion collective, financement pérenne des organisations professionnelles. Nous, depuis cette année, la Sophia subventionne nos vidéos live, donc l'émission qui est proposée aujourd'hui via l'Action culturelle. Quelle est la position de la Sophia dans cet écosystème? Voilà, tu vas parler qu'au nom de la Sophia, bien sûr, mais pour avoir aussi une idée de comment ça se passe dans le livre. Dans le secteur du livre, je parlerai que du secteur du livre, il ne me semble pas que la Sophia ait joué un autre rôle que celui qu'elle joue, c'est-à-dire d'être un organisme de gestion collective. Je pense qu'il y a suffisamment d'associations d'auteurs dans le secteur. Et puis vous êtes paritaire auteur-éditeur quand même. Dans le secteur du livre pour le faire. Et que ce soit sur le statut social, par exemple, je pense que la Sophia n'est pas mandatée par ses adhérents auteurs pour aller parler en leur nom sur cette question-là. Sur les questions du partage de la valeur, je vois très mal comment la Sophia, qui est à parité auteur-éditeur, pourrait aller se mêler de ces discussions. En revanche, je pense que la Sophia a un rôle à jouer, et moi j'estime qu'on doit continuer à jouer ce rôle, et donc de participer à un certain nombre de réunions qui rassemblent d'autres OGC dans leur secteur, des syndicats, des associations d'auteurs, etc., quand il s'agit de quelque chose qui a un trait avec la Sophia. Ne pas être présent en tant que Sophia quand il y a des discussions sur la retraite complémentaire avec le rôle que l'on joue et la prise en charge des contributions pour les auteurs de l'écrit affiliés au RAP, ça me semblerait compliqué. En revanche, la Sophia n'est pas présente au conseil d'administration du RAP et ne l'a jamais été. Elle n'est pas présente au conseil d'administration de la GESA et ne l'a jamais été, et ne sera pas plus au futur conseil d'administration. Elle ne le demande pas. Et elle n'était pas à la réunion de présentation du plan artiste-auteur. Il n'était d'ailleurs pas invité, puisqu'à force de ne pas le demander, on a fini par être entendu, on n'a pas été invité. Donc ça, c'est un autre sujet, mais en effet, on n'y était pas. En revanche, je pense que c'est une spécificité aussi du secteur du livre. La Sophia est récente par rapport aux autres associations d'auteurs qui peuvent exister dans le secteur du livre. Cette histoire de la défense du droit d'auteur, du statut social des auteurs, peut être vue différemment dans d'autres secteurs où des organismes de gestion collective ont pu jouer depuis plus longtemps un rôle plus important, sont plus présents que ne l'est la Sophia. Donc non, dans le secteur du livre, la Sophia, c'est un organisme de gestion collective. Son activité, sa tâche principale, c'est la perception et la redistribution du droit. Je peux te dire que ça occupe déjà largement cette petite équipe de 15 personnes. En revanche, quand il s'agit de la retraite complémentaire, par exemple, on sera présent. Quand il s'agit aussi des revenus accessoires par notre action culturelle via la copie privée numérique, il était important qu'on puisse suivre ce qui se passait et éventuellement influer aussi sur ce qui se passait. Mais sur les autres sujets qui ne nous concernent pas directement ou qui ne concernent pas directement les activités de la Sophia, il n'y a pas de raison. Je rajouterais peut-être la formation professionnelle, puisque dans le cadre de la copie privée numérique, vous savez qu'il y a 25% de cette copie privée numérique qui doit être affectée à des actions, à de l'action culturelle, dont la formation professionnelle. Et la Sophia dote volontairement, comme d'autres organismes de gestion culturelle, le fonds AFDAS pour les artistes-auteurs, et à ce titre participe au conseil de gestion de l'AFDAS. Mais hors ces questions-là, on n'a aucune velléité de venir représenter les auteurs sur ces sujets très complexes, pour y avoir participé dans une autre vie sur ces sujets très complexes du statut social ou des questions fiscales, etc. Et puis je pense qu'il y a la différence entre être présent pour suivre et puis la question centrale qui est celle en effet de représenter les intérêts d'une profession. Professeur André Lucas, est-ce que vous avez une remarque, un commentaire, une réflexion sur cette question ? Évidemment, j'ai mon opinion là-dessus. J'ai suivi de près l'évolution des événements avant le rapport Racine, les suites attendues ou espérées du rapport Racine. Moi, ce que je pense tout simplement, ce que j'ai dit préalablement sur le rôle des organismes de gestion collective montre assez que je suis très attaché à l'idée que la gestion collective est indispensable pour le fonctionnement du droit d'auteur. En Allemagne, par exemple, on dit souvent que c'est un pilier du système du droit d'auteur. Et je crois que les Allemands ont raison de le dire. Et je vais même plus loin. Je pense que l'appellation ancienne qui a été évoquée tout à l'heure par Geoffroy Pelletier de société de perception et de répartition des droits était une appellation réductrice
en ce sens qu'elle donnait à penser que ces sociétés n'étaient là que pour percevoir, répartir, et au fond, ça pouvait donner le sentiment qu'avec des outils logiciels bien adaptés, on pouvait presque se passer des organismes eux-mêmes. Naturellement, ça n'est pas le cas. Et ils jouent, les organismes de gestion collective, un rôle bien au-delà du recouvrement et de la répartition, et ils peuvent contribuer à rééquilibrer les relations entre les auteurs et les exploitants. Ayant dit cela, je n'en suis que plus à l'aise pour dire qu'ils ne peuvent pas, ces organismes, prétendre représenter totalement, exclusivement les auteurs pour des quantités de raisons qui seraient un peu longues à expliquer, mais il y en a une qui a été évoquée tout à l'heure par vous-même, je crois, qui est que dans certains organismes de gestion collective, il n'y a pas seulement des auteurs, et il y a aussi des exploitants. Et puis, de toute façon, il y a d'autres aspects à considérer, et donc l'idéal, c'est qu'il y ait en fait une action concertée, une bonne articulation des organismes de défense professionnelle et des organismes de gestion collective. Et dans le passé, ça a parfois fonctionné. Il faudrait que dans l'avenir, ça fonctionne mieux. Je sais que ça peut être considéré comme un vœu pieux, ce que je dis, mais je sais que vous œuvrez ardemment à la réalisation de ce vœu pieux, et je ne peux que vous encourager. À l'équilibrage, en effet, avec la question clé du financement des syndicats, d'un financement pérenne, en fait, qui permettrait de ne plus avoir de déséquilibre entre, en effet, des bénévoles épuisés dans des structures et puis des organismes qui, bien sûr, jouent leur rôle, mais qui, de fait, par la puissance, quelque part, qu'ils ont acquis, peuvent devenir un peu écrasants dans certains périmètres. Mais on peut aussi avoir des synergies tout à fait constructives. Enfin, nous, en tout cas, avec la SOFIA, en l'occurrence, il y a aussi plein de choses qui sont faites ensemble, mais dans un respect, je dirais, de nos périmètres d'action, en fait, tout simplement, et de notre liberté syndicale, bien sûr. Samantha, je pense que le financement des associations d'auteurs, pour en avoir dirigé une pendant quelques temps, c'est un vrai point. C'est un point extrêmement important. Il faut que les associations d'auteurs, dans leur représentativité, dans leur singularité, dans leur diversité, puissent avoir les moyens d'œuvrer dans l'intérêt des auteurs et des catégories qu'elles représentent. C'est pour ça qu'à la SOFIA, on a bien relu l'ensemble des textes, des circulaires, etc. L'action culturelle, le 25% copie privée, peut vraiment permettre de soutenir les associations d'auteurs, et c'est pour ça qu'on soutient depuis assez récemment, mais la Ligue n'est pas très ancienne non plus, les activités de la Ligue des auteurs professionnels. Depuis assez récemment aussi le SNAC des auteurs BD, la charte des auteurs illustrateurs jeunesse, illustratrices jeunesse. Avec une convention qui nous laisse libres, n'est-ce pas ? La SGDL et la TLF. Donc je crois vraiment une grande partie de celles qui représentent les auteurs. Et oui, sans aucune contrepartie, mais c'est tout à fait clair. Encore une fois, vous avez le droit de dire du mal de la SOFIA, vous avez le droit de dire du bien de la SOFIA, ça ne changera rien au fait qu'on soutiendra l'ensemble des associations d'auteurs. C'est important de le dire, je pense. Ça ne suffit pas que la SOFIA soit intervenue avant la DAGP dans le webinaire de voilà, ça c'était pas ça, Marianne. Non, mais c'est important de le dire, et c'est vrai que nous, c'est pourquoi nous militons, c'est de trouver un mécanisme pérenne et puis objectivable pour soutenir les différentes structures et avoir une représentativité plus claire. En tout cas, merci. Est-ce que la difficulté, c'est vrai pour une association, c'est de ne pas être certaine qu'elle aura son budget l'année suivante. Ça, c'est je te dirais même, nous osons le mot, d'un syndicat. Mais n'oublions pas, juste d'un mot, la force des organismes de gestion collective dans certains sujets, par exemple lorsqu'il s'agit d'aller chez YouTube pour essayer d'obtenir des droits, d'aller négocier avec les grandes chaînes de télévision, il y a vraiment là une possibilité qui est importante, qui est celle de l'accroissement de la valeur. Mais c'est un métier tout à fait différent, et il est vrai que les OGC, quelquefois, sont habitués à discuter avec de très grands organismes, de très grandes sociétés, et que l'auteur, quelquefois, lui, se sent tout petit et quelque peu oublié ou écrasé dans ce mécanisme-là. Ce sont deux échelles de fonctionnement, et c'est pour ça que ce sont deux mécanismes absolument complémentaires et non pas antagonistes. Il y a eu des antagonismes qui se sont créés, mais je crois qu'ils devraient être solubles si chacun est dans son rôle. Tout à fait.
C'était une très belle déclaration, Benoît. En tout cas, merci Geoffroy. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voulais ajouter? Peut-être que de toute façon, après, toutes les personnes qui avaient des questions à poser à la Sophia, on pourra imaginer des suites, hein, bien sûr, c'est ce qu'on disait. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut avoir des questions très précises sur un certain nombre de sujets qu'il faudrait qu'on remonte. Hein. C'est le cas souvent. Qui n'hésite pas à nous les poser directement, soit au service de la Sophia, soit à moi. Oui. Je suis assez facilement joignable, il n'y a aucun problème. Et toutes les questions sont intéressantes et des fois, elles donnent lieu aussi à des aménagements, des développements au sein de la Sophia. Donc, aucune hésitation. Juste rajouter que la Sophia gère aussi une partie importante de la copie privée numérique, mais je pense que Marianne en parlera plus précisément de la copie privée numérique. Et là aussi, il y a des accords parfaits entre organismes de gestion collective et notamment entre la Sophia et la DSGP pour que tout se passe au mieux dans l'intérêt, encore une fois, des auteurs et pour nous, des éditeurs. Bien, merci beaucoup en tout cas Geoffroy et Benoît d'avoir été présents dans cette première partie. On va retrouver du coup dans la seconde partie eh bien, de nouveaux invités, notamment Marianne pour la DSGP et puis François Delbecq qui est photographe. Et on vous laisse avec des témoignages d'auteurs et d'autrices. Ma vie, mes œuvres. C'est parti, Émilie. Merci de votre invitation. Bonjour, je me présente rapidement, je m'appelle Séverine Vidal et je suis autrice depuis 2010. J'écris des romans, des albums et beaucoup de BD, de plus en plus de BD adultes. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je suis Pierre Jadowski, compositeur et je représente ici le SMC, syndicat des compositrices et compositeurs de musique contemporaine. Bonjour, je suis Charlotte Roderer, je suis autrice-illustratrice depuis 1993, date à laquelle j'ai été affiliée à l'AGESA. Alors pour évoquer les OGC, on peut dire que dans la discipline de la musique contemporaine, on est assez tôt informé notamment du rôle de la SACEM et de la SACD dans le cadre de nos études et en général dès que nous rentrons dans la vie active de compositeurs, compositrices, on souscrit à ces organismes. Donc on peut faire un distinguo entre la SACEM qui s'occupe des musiques dites de concert et la SACD qui s'occupe des musiques de scène. J'ai fait les arts décoratifs à Strasbourg dans l'atelier de Claude Lapointe qui avait la particularité d'être très attentif à ce qu'on soit informé du statut autour du métier d'auteur et d'illustrateur, le statut fiscal, social, même un peu de comptabilité. J'ai pas souvenir avoir entendu parler de gestion de droit collectif, d'organismes de gestion. Voilà. Et donc quand j'ai démarré ma carrière, j'avais absolument pas connaissance de tout ça. Alors la Sophia, moi j'ai découvert la Sophia quand j'étais au CA de la Charte il y a quelques années. Par la suite, j'ai vu apparaître sur des relevés de comptes d'éditeurs, j'ai vu apparaître des droits Sophia sur mes relevés de comptes. Je crois entre autres pour le droit de prêt en bibliothèque. J'ai adhéré à titre individuel à la Sophia en 2010, donc c'est relativement récent. J'ai adhéré sur le conseil d'amis de la profession, hein, bien sûr, j'ai adhéré à l'ADAGP. Pour évoquer des problèmes, je dirais plutôt des spécificités liées à notre milieu. Ce qu'on peut évidemment constater, c'est que les musiques dites contemporaines sont assez peu génératrices de droits importants. Donc c'est un petit peu à nous, finalement, auteurs, de nous occuper, de faire un suivi et de faire remonter les informations auprès des organismes de collecte. Les difficultés que je rencontre par rapport à la Sophia, elles sont de deux ordres. D'abord le fait que pour que nous touchions la somme du droit de prêt, directement sans que l'argent transite par les éditeurs, il faut que tous les auteurs et les autrices du livre soient adhérents à la Sophia. Si bien que moi, en fait, chaque année, je vérifie que tout le monde est bien inscrit à la Sophia. Si c'est pas le cas, j'explique, j'essaye de convaincre, j'envoie le lien pour montrer que c'est pas très compliqué. Voilà,
parce que certains, tout simplement, ne sont pas du tout au courant de ce système-là. Il faut payer un droit d'entrée, ensuite annuellement il faut renseigner nos publications de l'année. Et ISBN, c'est un peu fastidieux. On n'aime pas trop faire ça, mais ça vaut la peine parce qu'on peut percevoir des droits. La DAGP bosse bien. Les éditeurs aiment un peu moins parce que si eux se chargent de faire ça, ils ne reversent que 50%, alors que la DAGP, c'est un peu plus généreux avec la DAGP. Donc voilà, c'est... Certains éditeurs nous reversent, si l'argent a transité par les éditeurs, eh bien, il faut relancer, dire ben voilà, j'ai cette somme que vous me devez. Certains éditeurs nous la restituent très rapidement dès qu'ils la touchent. Et certains, heureusement pas beaucoup, mais quand même, en fait, nous la restituent au titre des droits d'auteur de l'année en cours, au moment où ils l'ont touchée, et donc nous la reversent un an après. Si bien qu'il y a déjà ce décalage de 3 ans de la SOFIA, donc, qui fait qu'en 2021, là, on a touché le droit de prêt de 2018, et bien avec quelques éditeurs qui s'engouffrent dans cette brèche, eh bien, je toucherai cette somme-là dans un an. Donc 4 ans après, ce qui est quand même un petit peu raide, puisque c'est mon argent, en fait. Voilà. Après, on peut tout de même signaler de nombreux dispositifs de soutien aux musiques de création qui sont initiés par ces structures, la SACEM et la SACD, un certain nombre de programmes qui sont pour certains d'entre eux en train d'évoluer, en train de changer, mais qui soutiennent d'une certaine manière et au travers, je dirais, des différents calendriers, l'activité des compositrices et compositeurs dans le domaine de la musique contemporaine. Ce que j'aime bien, c'est avec la DGP est est assez actif en faveur des auteurs. Ils se préoccupent de nos droits aussi individuels. Ils soutiennent la charte, ils soutiennent la Ligue des auteurs pro, ils soutiennent certains salons en leur demandant d'avoir des bonnes pratiques. Voilà. Donc ils ont pas mal d'actions en direction des auteurs. Petite question subsidiaire donc, qui m'était posée, la différence entre une organisation professionnelle et une OGC, c'est évidemment une différence majeure. Ce ne sont pas du tout le même type de structure. Une organisation professionnelle a pour charge de représenter un milieu professionnel auprès de l'État, auprès des tutelles, alors que les OGC sont des organismes qui sont chargés d'opérer la collecte des droits des auteurs, compositeurs de musique. Voilà. Je fais bien la différence entre le travail de la SOFIA d'un côté et le travail de la Ligue et de la charte de l'autre. Quand j'ai un souci, par exemple sur un contrat, ou que j'ai un souci, par exemple, lié au dysfonctionnement nombreux de l'URSSAF, eh bien, je m'adresse à la Ligue et à la charte, bien sûr, pour pouvoir défendre ensuite mes droits. Voilà. Est-ce que ce serait judicieux que les organismes de gestion collective soient présents, représentent les auteurs dans des négociations collectives? Pourquoi pas pour ce qui est des droits à l'image, enfin des droits pour lesquels ils sont chargés de nous représenter, mais pas pour les droits individuels. Hein. À mon avis, ça n'est pas leur sphère d'activité, c'est bien plus celle de la charte ou de la Ligue des auteurs pro. Voilà. Bien, nous sommes de retour en direct et changement magique. Nous sommes avec Marianne Ferifal de l'ADAGP. Bonsoir Marianne. Bonsoir.
Et puis nous sommes avec François Delbecq qui est photographe. Bonsoir François. Bonsoir Marianne et Samantha. Bon, très bien. Alors on reprend cela sur la gestion collective pour interroger un autre organisme de gestion collective qui est dans le domaine des arts visuels, parce qu'on a beaucoup parlé du domaine du livre. Est-ce que Marianne, tu peux nous présenter la DAGP ? Oui, merci Samantha de cette invitation. Alors, donc la DAGP est un OGC qui a été créé il y a un petit peu moins de 70 ans et donc qui effectivement, dont le répertoire, pour reprendre le joli mot du professeur Lucas, s'étend sur toutes les disciplines des arts visuels. Donc, c'est la peinture, la sculpture, la photographie, les installations, mais aussi le design, l'art urbain, le street art, l'architecture, et puis bien sûr les disciplines du livre, la bande dessinée, le livre jeunesse. Donc en tout, il y a plus de 40 disciplines qui sont gérées à la DAGP. J'ai oublié la céramique et tous les métiers d'art. Et en fait, nous sommes... en termes de nombre direct, on en parlait tout à l'heure, aujourd'hui 15 500 artistes environ. Donc c'est à la fois des artistes et des successions, puisque comme on le sait, nous gérons le droit d'auteur et que le droit d'auteur, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Avec le jeu des contrats de représentation réciproque, il y a 50 sociétés sœurs de la DAGP dans le monde entier. Et cela fait que pour la France, nous gérons les droits de 200 000 artistes-auteurs de toutes ces disciplines, ce qui fait vraiment un très, très large répertoire. Et pour vous donner une idée des volumes de perception, cette année, nous allons avoir des droits à hauteur de 45 millions d'euros environ. Alors, notre structure, elle est celle de tous les OGC, puisqu'on est très cadré par le Code de la propriété intellectuelle. Donc, on est une société civile, ce qui veut dire que les auteurs qui nous ont confié la gestion des droits, et j'y reviendrai tout à l'heure, se réunissent tous les ans en assemblée générale, élisent le gérant, élisent le conseil d'administration, votent les comptes, votent le rapport d'activité, votent le budget d'action culturelle. Et puis, c'est le conseil d'administration qui est composé à la DAGP uniquement d'artistes et de succession qui fixe les lignes directrices que nous, les salariés, on se doit de mettre en œuvre. François, on t'entend. Au-delà du conseil d'administration, on a aussi une commission de surveillance qui est composée d'artistes et de succession, comme tous les autres OGC. Et puis, il y a des commissions du répertoire. Alors, il y a une commission photographie, il y a une commission BD, il y a une commission livre jeunesse, une commission design, dont notamment François fait partie, enfin en tout cas la commission du livre jeunesse. Notre première mission, on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment effectivement la gestion des droits. Et à la DAGP, lorsque l'auteur adhère, il peut choisir pour quel type de droit il adhère, avec 3 cercles concentriques qui sont un peu prédéterminés. C'est tout d'abord, et ça a été parce que historiquement, on a été créé par des plasticiens qui, contrairement à l'univers du livre, ont adhéré et ont créé la DAGP pour que nous gérions les fameux droits exclusifs. J'autorise ou j'interdis l'utilisation de ma peinture, de ma sculpture dans un livre, à la télévision, sous forme d'affiches, maintenant sous forme d'exposition, de droits d'exposition. Et donc, la DAGP, à ce titre-là, est vraiment l'intermédiaire, l'interlocuteur de tous ceux qui veulent utiliser l'image d'une œuvre, quel que soit le format et quelles que soient les modalités de diffusion. Ça, c'est ce qu'on appelle de la gestion collective volontaire, par une démarche express de l'auteur, qui peut d'ailleurs être modulée. On accepte des retraits, par exemple, sur la presse ou sur d'autres types, ou sur Internet, par exemple. Un deuxième droit qui est très important à la DAGP, c'est le droit de suite. Le professeur Lucas l'évoquait tout à l'heure. Alors là, on n'est pas du tout dans l'univers des droits de reproduction, des communications publiques, on est dans l'univers de l'œuvre matérielle. Alors par exemple la sculpture, la peinture, mais pour la photographie, c'est les tirages originaux. Pour les auteurs de bande dessinée, ça va être les planches originales. Lorsque ces œuvres originales au sens du marché de l'art sont revendues en maison de vente ou en galerie. Et là, il y a une rémunération qui est associée, qui a été créée il y a 100 ans, et ça représente une part importante, y compris pour les auteurs du livre. Aujourd'hui, si vous voulez, tout à l'heure, je vous donnerai quelques chiffres annuels. C'est pas complètement anodin.
Et puis, le troisième cercle, ce sont les droits à rémunération que dans mon jargon, moi, j'appelle les droits collectifs. On en a cité déjà beaucoup. On a cité le droit de prêt, on a cité les droits de photocopie, qu'on appelle aussi la reprographie. On a cité la rémunération pour copie privée, mais il y a la retransmission par câble et satellite à la télévision, il y a les usages pédagogiques. Voilà, il y a tout un tas de déclinaisons comme ça de droits collectifs. Et dans toutes les disciplines artistiques que la DSGP gère, eh bien sûr, un artiste plasticien, il aura plutôt tendance à adhérer pour l'ensemble de ses droits, là où un auteur, par exemple, de bande dessinée ou jeunesse, ou un auteur photographe qui diffuse ces images via une agence n'adhérera que pour les droits collectifs et que pour le droit de suite, puisque les droits primaires vont être exercés dans le cadre du contrat d'édition ou dans le cadre du contrat que le photographe a avec son agence. Et bien sûr, au fil de son adhésion, les choses peuvent évoluer pour l'artiste. Il peut avoir différentes disciplines artistiques et il peut faire des apports complémentaires, apporter des droits, les retirer au gré de ses souhaits. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez souple pour lui. L'autre grande mission de la DSGP, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est l'action culturelle, puisque grâce à la fameuse rémunération pour copie privée, eh bien comme la SOFIA et comme toutes les OGC, en tout cas de premier rang, c'est-à-dire en contact direct avec les ayants droit, eh bien on peut soutenir des festivals, donner des bourses, des prix, financer des résidences, etc., ou soutenir des jolis projets comme les vidéos de la Ligue, par exemple. Nous aussi. C'est un beau projet, tout à fait. Ouais. Et puis, bien évidemment, dans le cadre de la défense du droit d'auteur, on a un gros rôle qui, à la fois national, mais aussi dans les instances européennes ou internationales, pour soit faire en sorte que le droit d'auteur avance, soit éviter qu'il ne recule, parce qu'il est quand même assez souvent attaqué, remis en cause, avec des demandes d'exception gratuites qui font que les auteurs verraient leurs œuvres diffusées sans aucune rémunération. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très prégnant dans notre activité. Si je fais un petit focus sur la rémunération pour copie privée, parce que c'est quelque chose qui est, en termes de reversement de droits, très important pour les auteurs aussi. En fait, je voudrais reprendre un petit peu la mécanique. L'origine de la rémunération pour copie privée, c'est d'abord une exception au droit d'auteur. C'est le fait que les personnes physiques, les particuliers, aient le droit, de par la loi, de faire des reproductions d'œuvres protégées pour leur seul usage. Mais en 1985, comme le mentionnait tout à l'heure le professeur Lucas, sont arrivés des nouveaux moyens de reproduction des œuvres, et notamment à l'époque, pour les plus anciens d'entre nous, les fameux magnétoscopes, les fameux magnétophones qui permettaient de dupliquer à domicile des films et de la musique, et qui du coup télescopaient les ventes, soit les entrées en cinéma, dans les cinémas, soit les ventes de vidéos, soit les ventes de disques. Et à l'époque, les ayants droit de la musique et de l'audiovisuel avaient réussi à sensibiliser. Alors les Allemands avaient été précurseurs sur le sujet, mais au fait qu'il fallait certes que cette exception puisse permettre à tout un chacun d'utiliser un magnétoscope, mais il fallait néanmoins indemniser les acteurs de la création et les rémunérer contre les ventes qui n'étaient pas faites, enfin, pour les tenir indemnes des ventes qui n'étaient pas faites. Et puis cette rémunération a évolué, et début des années 2000, elle s'est appliquée, elle a été étendue au texte et à l'image, comme on l'a dit tout à l'heure, et bien sûr, elle s'est appliquée non plus aux fameuses bandes magnétiques, mais à tous les supports numériques, les cartes mémoire, les clés USB, les téléphones portables, les tablettes numériques, etc. Et aujourd'hui, ça fait une rémunération qui est très importante, dont les 3/4 sont reversés par les OGC aux auteurs, aux éditeurs, aux producteurs, aux artistes-interprètes, et dont 1/4 sert à financer les actions culturelles. Alors la façon dont, entre la perception par Copie France et le reversement aux auteurs, les choses se déroulent très succinctement, et je vais quand même prendre bien sûr le prisme de l'image qui est celui que je connais le mieux. En fait, tout en amont, il y a des grandes études qui sont faites au sein de la commission copie privée qui, via des instituts comme Médiamétrie et autres, va interroger des particuliers pour connaître l'ampleur de leurs pratiques de copie privée dans tous les différents secteurs, la musique, l'audiovisuel, et le texte et l'image. Et puis ensuite, sur la base de ces pratiques, on va déterminer un tarif qui va valoriser la rémunération qui est due au titre de ces
de ces copies, support par support, et tout cela est collecté par un organisme qui nous réunit tous et qui s'appelle Copie France et qui est l'intermédiaire, qui est donc l'interlocuteur des vendeurs de Samsung et d'Apple ou des vendeurs de clés USB qui doivent s'acquitter de cette rémunération. Une fois que cette rémunération arrive à Copie France, on sait quelle part revient à la musique, quelle part revient à l'audiovisuel, quelle part revient au texte et quelle part revient à l'image. Et là, secteur par secteur, il y a un partage entre les différentes OGC. Tout à l'heure, Geoffroy en parlait, on va prendre le secteur de l'image. Et ben dans le secteur de l'image, par exemple, viennent au droit les auteurs de bandes dessinées ou de dessins jeunesse, dont certains sont membres de la SOFIA, d'autres membres de la DAGP. Et puis des fois, il y a des auteurs qui sont membres des deux OGC. Et bien dans ce cas-là, entre nous, on va faire des comparaisons de répertoire et au regard des accords qui ont été passés, faire des arbitrages pour être sûr que les auteurs touchent bien leur rémunération, mais ne touchent qu'une seule fois leur rémunération, voilà, par des couloirs et des aiguillages qui sont le plus ajustés possible au répertoire. Une fois, par exemple, alors là, je reviens dans la sphère ADAGP, que la DAGP reçoit pour la part, par exemple, de la bande dessinée ou de l'architecture, les montants de droits, il va y avoir des règles de répartition qui vont individualiser au niveau des auteurs la rémunération. Donc, on va prendre en compte l'activité principale qui va être valorisée de plusieurs fois, parce que, par exemple, un auteur peut très bien, je prends le cas de François, être à la fois photographe et puis à la fois auteur jeunesse. Donc, il va pouvoir toucher au titre des deux types d'images, mais il a une activité principale qui, pour nous, est déclarée et dans laquelle il touchera une part prépondérante qui sera plutôt minorée dans l'autre catégorie. Et ensuite, il y a des partages, enfin en tout cas, il y a des calculs qui sont faits. Alors, il y a une part qui est forcément mutualisée. Tout à l'heure, on a parlé du côté mutualiste de l'OGC, donc par tête de pipe, si vous me passez l'expression. Et puis, ensuite, des modulations qui sont liées au répertoire. Par exemple, dans le cas de la bande dessinée, au nombre d'albums publiés, mais dans le nombre, par exemple, pour la photographie, au nombre de reproductions dans les livres ou dans la presse. Et tout ça, c'est une mécanique assez sophistiquée et qui permet au final d'individualiser jusqu'au niveau de l'auteur les fameux 75% de rémunération pour copie privée qui lui reviennent. Tout ça, comme tout OGC, vous savez qu'on a une obligation extrêmement importante et qui est tout à fait normale. Le professeur Lucas parlait tout à l'heure de la directive de 2014 européenne qui encadre l'activité des OGC. Eh bien, ça a renforcé tout le dispositif législatif de nos fonctionnements. Et sachez qu'on a une obligation très, très importante de transparence. Et tant mieux, parce que pour les ennemis du droit d'auteur... Depuis 2014, ça ? C'est depuis 2014 ça ? Alors, non, on en avait... La transparence, il y a tout l'arsenal juridique qui a été mis en France en place début des années 2000. On a eu vraiment, alors on pourra y revenir si vous voulez, mais des obligations totales de rendre compte à nos membres de la façon dont sont perçus, dont sont calculés leurs droits, les frais de gestion que nous prenons, les délais dans lesquels on leur répartit les droits, tout ça c'est vraiment quelque chose qui est très précis. Et depuis donc le début des années 2000, nous sommes sous le contrôle de la commission, enfin de la Cour des comptes, du moins d'une émanation de la Cour des comptes qui tous les ans fait des rapports à la fois généraux et spécifiques sur tous les OGC pour vérifier que nous sommes bien efficaces et que nous travaillons bien dans l'intérêt des auteurs. Elle rend compte de votre activité, de points d'amélioration aussi, c'est des recommandations. Est-ce qu'elle a une force contraignante ou c'est vraiment des recommandations Alors, elle a une force contraignante dans le sens où s'il y a des recommandations qui étaient suffisamment graves et réitérées et non suivies des faits, vous savez qu'ensuite, ce n'est pas tant la Cour des comptes, mais c'est le ministère de la Culture qui pourrait demander même jusqu'à la dissolution de l'OGC si vraiment il se passe n'importe quoi. Ouais. D'accord. Et donc, tout ça pour vous dire que dans l'obligation de transparence qu'est la nôtre, tous ces calculs et toutes ces modalités d'individualisation des sommes figurent sur tous les sites des OGC. Les auteurs peuvent vérifier les règles de répartition qui sont applicables à leurs droits. Et comme le disait Geoffroy tout à l'heure, et c'est bien sûr la même chose à la DAGP, je crois, chez toutes nos consoeurs, les services des OGC sont bien sûr à la disposition des auteurs pour leur expliquer, notamment sur la base des relevés que nous leur envoyons, pourquoi est-ce qu'il y a tel et tel montant, tel et tel frais de gestion, etc.
Est-ce que François, tu veux intervenir du coup après cette présentation très complète de Marianne sur les mécanismes vraiment? Non, c'est vrai. Peut-être toi, à la hauteur de ton expérience personnelle, d'auteur. J'avais une question par rapport, que je connais Marianne depuis longtemps, qu'on a été à la SCAB et qu'on avait milité aussi pour un certain nombre de droits d'auteur pour la reprise des photos, en l'occurrence, et des articles de journaux sur Internet. Donc là, j'avais une question, effectivement. Est-ce qu'actuellement, il y a une recherche au niveau des OGC sur l'utilisation éventuelle, là je parle en tant qu'orthographe, des photos sur les différents sites Internet, quels qu'ils soient, sans parler même des éventuels livres, etc. Est-ce qu'il y a un département qui pisse un peu ça? Parce que moi, parallèlement, effectivement, par rapport moi j'ai 3 casquettes en fait. Je suis photographe initialement, c'est vrai que je suis aussi, en l'occurrence, je suis exposé en galerie, donc il y a tous ces catalogues éventuellement qui font l'objet d'un droit de suite ou de photocopie, enfin des choses comme ça. Je fais aussi des livres pour enfants, donc c'est pour ça que je fais la commission jeunesse de la DHGP, mais pas la commission photographie, parce que voilà, je peux pas être à plusieurs commissions. Et parallèlement, je suis aussi à la SOFIA. Donc récemment, je suis dans 2 organismes de OGC. Voilà, ça c'est mon parcours personnel. Je suis aussi sculpteur, donc je fais aussi des œuvres plastiques. Donc j'ai 3 casquettes. Mais voilà. Sinon voilà, par rapport à l'utilisation des images sur Internet, est-ce qu'il y a un département de la DHGP qui pisse un peu ça? Oui, alors Internet, une fois qu'on dit Internet, on n'a pas quand même bien la précision de ce dont on parle sur Internet. Internet, c'est par exemple un site web. Donc les sites web à la DHGP, lorsqu'ils diffusent des œuvres, relèvent du service multimédia. Et comme toute personne qui fait l'exploitation d'une œuvre, doivent demander les autorisations préalables, verser les droits, enfin les obtenir déjà, et puis verser les droits. Alors, bien évidemment, le droit d'auteur tel qu'il est géré à la DHGP, il y a plusieurs façons de fonctionner. On ne gère pas de la même façon les droits de reproduction dans les livres ou les sites Internet ou les chaînes de télévision, etc. Pour les sites Internet, si on est sur un site qui veut utiliser ponctuellement l'une de tes photographies et que tu es adhérent pour tous les droits, à ce moment-là, de par la loi, ce site doit venir demander l'autorisation, l'obtenir, payer des droits et à ce moment-là, il peut publier. On le fait pour, je crois, il y a plus de 9000 sites par an qui font ces démarches et qui versent des droits à la DHGP. C'est pas complètement fluide lorsque les sites diffusent massivement des œuvres. Et donc, il y a à la DHGP, je crois que c'est plus de 450 sites qui ont avec nous une convention générale. C'est-à-dire qu'on leur donne l'autorisation, comme ce qu'on fait par exemple avec les chaînes de télé, de diffuser les œuvres de nos membres, de notre répertoire, en contrepartie de quoi elles versent une rémunération, alors qu'on élabore de différentes façons, selon qu'il y a des recettes, selon qu'il n'y a pas de recettes, selon que c'est un organisme sans but lucratif, une société commerciale. Je vous passe les détails. Et à ce moment-là, donc, on encaisse ces sommes et on a également des règles de répartition. Pour individualiser ces sommes. Ça, c'est le versant site Internet. Le versant réseau social, aujourd'hui, on n'y est pas encore, vous le savez tous. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter ou peu importe Facebook, sont considérés au sens d'une directive européenne et de la loi française, encore à ce jour, mais ça va changer, comme étant des hébergeurs et donc n'étant pas responsables au titre du droit d'auteur et n'ayant pas besoin de solliciter l'autorisation et de rémunérer les auteurs. La seule chose qu'un auteur ou que la DHGP peut faire au nom de ses auteurs, c'est demander le retrait des images. Et ceci étant, ça va être retiré normalement assez rapidement, mais ça peut être remis et c'est pas grave. Sur demande des auteurs, alors éventuellement. Voilà, exactement. Demain, ça va changer puisqu'il y a eu cette grande bagarre au niveau européen grâce à la directive d'avril 2019, qui fait que vous entendrez sûrement parler, ou vous l'avez déjà entendu parler de l'article 17, qui fait que dorénavant, on a fait un pas en avant pour que
ces hébergeurs, que l'on appelle aussi des plateformes, pour les dissocier des vrais hébergeurs de type OVH, qui d'ailleurs a fait un peu cramer le site internet de la DGP, qui n'est pas disponible depuis 2 semaines, pour que donc les plateformes, qui ne sont plus de purs hébergeurs, aient l'obligation de négocier avec les ayants droit, en gestion individuelle ou en gestion collective, la rémunération des auteurs. Mais on en est encore aujourd'hui qu'à la transposition de cette directive en droit français, et il y a quelques petits détails, puisque le diable se niche toujours dans les détails, qui font que la bataille n'est pas complètement gagnée, du moins concernant l'image. D'accord, ok. On s'éloigne un peu du sujet, peut-être, Samantha, tu veux revenir sur... Non, mais de toute façon, comme il y a énormément de questions, peut-être que le professeur André Lucas a des remarques sur tous ces sujets qu'on vient d'évoquer. Écoutez, sur le dernier, en tout cas, je peux rebondir sur ce que vient de dire Marianne Fenifal à propos de l'article 17 de la directive qui est en cours de transposition. Elle vient de dire l'importance du problème, parce que et l'importance du rôle que peuvent et que doivent jouer les organismes de gestion collective pour négocier les accords qui sont prévus par la directive et pour veiller à l'application de ces accords le cas échéant. Sans elle, on ne pourrait pas réussir à donner un contenu concret à l'article 17. Mais je ne voudrais pas dissiper son enthousiasme. D'ailleurs, elle a dit elle-même à la fin de son propos qu'il y avait actuellement des menaces qui pesaient à l'occasion de la transposition de cet article 17 dans les différents pays de l'Union. On ne va pas rentrer dans les détails, mais la France est plutôt en pointe là-dessus, il faut le reconnaître. Mais d'autres pays, et singulièrement l'Allemagne, sont en train, sinon de détricoter l'article 17 tel qu'il avait été conçu, mais en tout cas de lui retirer une grande part de son efficacité, par exemple en admettant la possibilité d'utiliser librement certains, dans des limites de temps, mais une partie des œuvres librement, enfin en tout cas d'élargir, on va le dire comme ça, d'élargir le champ des exceptions, même si ce n'est pas exactement à travers les exceptions qu'elle réalise ce recul. Mais en tout cas, le risque, c'est de voir l'article 17 transposé dans un sens assez défavorable aux auteurs au nom de la liberté d'expression. Les auteurs ne sont pas défavorables à la liberté d'expression naturellement, ils en profitent eux-mêmes, mais de voir leurs droits menacés au nom de la liberté d'expression, c'est quelque chose qui leur fait peur et qui devrait leur faire peur aujourd'hui, et il est bon qu'ils se mobilisent sur ce sujet vraiment essentiel. Merci beaucoup. En tout cas, on a beaucoup de questions. On arrive à la fin de ce live. Donc, Émilie, si tu veux bien, peux-tu me lancer la rubrique du courrier des artistes-auteurs ? Très bien. On a beaucoup de questions, et des questions assez politiques, notamment... Alors, on a des questions vraiment très techniques. Là, j'avoue que ça me dépasse un peu. Qui a rédigé le règlement intérieur de la commission de surveillance ? Est-ce que ce sont les salariés de la DG ? François, on t'entend. Qui a rédigé le règlement intérieur de la commission de surveillance ? Ce sont les salariés de la DGP ou ce sont les auteurs élus ? Ça a l'air très technique. Alors, j'avoue que là, en fait, et le problème, c'est qu'il n'y a pas de règlement intérieur de la commission de surveillance. Donc D'accord. Alors, je prends toutes les questions. Non, mais tu peux le dire, mais je dirais qu'il n'y a pas de règlement intérieur. Donc, coup, pour le coup. D'accord. Et c'est peut-être de la commission de surveillance. Donc, je pense. Peut-être comment ça marche, c'est ça ? Oui, en fait, tout est défini par la loi. Donc, je renverrai à la loi et donc nos statuts. Puis voilà. Mais il n'y a pas de. D'accord, très bien. Alors, je remonte. Qu'est-ce qu'on avait comme question ? Alors, excusez-moi, parce qu'il y en a pas mal. Entre ce que dit André Lucas et François Delbecq, et quand on attend les salariés des OGC, ces organismes participent à l'amélioration des droits d'auteur. On dirait que ce sont des appuis pour nous qui ne font pas que collecter et redistribuer. Alors, c'est un peu la grande question, je pense, qui agite sur la représentativité, c'est que
pense que personne ne dit que les organismes de gestion ne sont pas des soutiens pour le droit d'auteur, mais que la vraie question de fond, c'est comment faire en sorte, comme sur le périmètre où il y a un équipement qui est très fort pour aller chercher du droit, en fait, et collecter le droit et à ce niveau-là, passer des accords, comment faire dans la gestion individuelle pour avoir des accords collectifs, non pas sur la gestion collective, mais sur la gestion audiovisuelle, individuelle. C'est-à-dire, quand on est face à nos éditeurs, nous individuellement, par exemple, quand un scénariste est face à son producteur, comment on fait, en fait, pour établir un dialogue social et professionnel articulé qui fait qu'on peut obtenir des conditions décentes en dehors. Parce que la gestion collective, on l'a dit, ce sont des droits qu'on va toucher, mais c'est une partie de nos revenus qui est plus ou moins élevée selon les secteurs. Est-ce que tu sais, Marianne, c'est pas du tout, combien ça représente dans les arts visuels, mais ça dépend sûrement des métiers, la proportion entre les droits collectifs et les droits individuels? Un tiers. Nous, c'est un tiers droit primaire, un tiers droit de suite, un tiers droit collectif. Ouais. C'est les 3 pieds Tout à fait. de la DGP. Oui, je peux le préciser, ça. Mais ce que je vais dire, c'est qu'il y a des négociations qui se font en termes de droits primaires. Quand on gère les droits primaires, il y a des négociations que nous faisons. Par exemple, sur le droit d'exposition avec les FRAC, tu vois. Donc ça régule les choses. Mais dans le secteur du livre, je ne sais pas si telle est la question. La question, c'est qui va négocier le 10% du contrat d'édition, tu vois? Est-ce que c'est les OGC? Et est-ce que c'est le 10% qu'on doit négocier? Enfin, mais ça, pour le coup... déjà 10%, ouais. Oui, alors le 15, pardon, moi j'en étais restée. C'est même pas le chiffre, c'est qu'on en est au stade où déjà, il faudrait qu'on voit la rémunération proportionnelle sur nos ventes. C'est ça le fond du problème dans le mécanisme. Bien sûr. Mais ça, en tout cas, quand on gère, on est légitime à négocier le droit avec les gens en face, oui, bien sûr, en tant qu'OGC. Oui, mais le droit selon un périmètre déterminé. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'entend. Mais tu sais, sur les accords de 2014, on y avait été aussi parce qu'on se rendait compte qu'on obtenait des éditeurs ce que les auteurs individuels n'obtenaient pas. Donc, quand ils disaient, mais moi, ça, je ne peux pas vous donner ça dans les relevés. Tu te souviens de Claire qui disait, mais nous, on l'a. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas, vous, les auteurs, l'avoir. Tu vois. Donc, c'est le genre de choses comme ça. Oui, tout à fait. Mais après, c'est vrai que nous, en tout cas, pourquoi on milite à la Ligue, c'est pour un dialogue social déjà clarifié, structuré. François, peut-être, veut intervenir. Non, mais je t'écoute là, sur le dialogue social, sur les droits qu'on essaie d'obtenir et le statut, ne serait-ce qu'avoir un statut réel, ça c'est le combat du moment. Peut-être qu'André Lucas a une remarque. Oui, ma remarque très brève est pour dire que la directive dont nous venons de parler ne comporte pas seulement un article 17, mais comporte des dispositions sur les contrats et notamment encourage de différentes façons à la conclusion d'accords collectifs. Et on peut regretter, en tout cas moi je regrette personnellement, que la transposition française ne soit pas plus hardie sur ce point, car il y a beaucoup à espérer, pas tout naturellement, mais de cet encouragement à des négociations collectives, surtout si la négociation collective peut ensuite déboucher sur un arrêté ministériel rendant l'accord applicable. C'est un mécanisme qu'on est bien en droit du travail et qui peut avoir une efficacité très grande, mais à condition que les pouvoirs publics s'impliquent vraiment dans ce processus et on peut souhaiter que ça soit davantage le cas que ça ne l'est aujourd'hui. Professeur, là on n'était pas en ligne, hein. Tout ce que vous avez dit formidablement, il faudrait le redire au moment où on sera à nouveau... Ce que vous dites là, c'est très... On n'était pas en ligne là. Il faudra le redire. Non, on était en ligne. On est en ligne, on est tous en ligne. Ah bon. Ah oui. Ah pardon, j'avais pas compris. Marianne. Nous sommes tous en ligne. Nous sommes tous en ligne. Je croyais qu'on était encore. Nous sommes tous en ligne. J'ai la dernière question enfin. J'aimerais connaître la position des organisations présentes, et notamment de la DGP, quant à la question des élections professionnelles pour les artistes-auteurs. C'est-à-dire la position de la DGP en étant favorable ou non à l'élection professionnelle. Je pense que c'est une référence au fait que du point de vue du CPE, la position est plutôt contre de ce qui a été porté à plein de niveaux. Mais une question dans le chat demande quelle est la position de la DGP en tant que telle sur l'organisation d'élections professionnelles dans le dialogue social. Oui.
En fait, par rapport à ce genre de questionnement, on est, nous en tout cas, la notion d'élection professionnelle, elle relève donc des organisations syndicales. Et chaque chose, dans la façon dont on répartit pour nous les missions de chacun, c'est qu'à la DHGP, le droit d'auteur, sa gestion et sa promotion, et toutes les questions qui relèvent justement du champ social, pour nous, ça relève des organisations syndicales, mais c'est notre façon, notre positionnement, parce que nous nous sommes construits comme cela. Donc, quand le CPE prend des positions sur ce genre de choses, en général, on est dans une neutralité, sur ce genre de positionnement. Puisque pour nous, il n'y a pas de frottement, on va dire, de zone de frottement entre les compétences. Dans les arts visuels, tu veux dire, dans ce oui. Exactement. Ce qui peut être très différent dans d'autres secteurs, ne serait-ce que pour des raisons historiques aussi. La DHGP même si je crois, on m'avait raconté qu'elle avait été notamment à l'origine de la sécurité sociale des artistes et de la maison des artistes il y a fort longtemps, mais elle s'est très vite retirée de ce champ. Nous n'avons d'ailleurs pas siégé aux différents conseils vous n'étiez pas à la MDA, etc. Pour nous concentrer. D'accord. Non, pour nous concentrer vraiment sur notre cœur de métier qui est le droit d'auteur. Donc on se garde bien de prendre des positions sur le sujet dont on n'a pas non plus ni la technicité ni les choses qui permettraient d'en apprécier les enjeux. Votre domaine. François, est-ce que tu avais d'autres questions ou interventions avant qu'on termine ce live ? J'entends un bébé qui appelle sa maman. Moi aussi, je dois... Non, je n'aurai pas d'autres questions là ce soir. Non. Très bien. Professeur André Lucas, j'ai bien envie de vous donner le mot de la fin parce que vraiment, merci pour votre exposé, votre intervention qui était extrêmement claire. Comment on pourrait conclure du coup ce tour de table sur la gestion collective, et notamment on a eu quand même là des échanges très nourris, assez techniques, il faut bien le dire, mais je pense éclairants pour beaucoup d'artistes-auteurs. Je crois qu'on peut terminer sur une note optimiste parce que tout ce que j'ai entendu montre que, en tout cas, ceux qui se sont exprimés en faveur d'une action concertée et des organismes de gestion collective d'une part et des organisations représentatives des auteurs d'autre part. Alors, reste à mettre ça en pratique. Je voudrais simplement profiter de ce que vous me donnez la parole et très rapidement pour dire que moi, personnellement, je nuancerais un peu le propos de Marianne parce qu'elle a l'air de dire que, au fond, tout ce qui concerne le droit d'auteur, c'est les OGC et tout ce qui concerne le statut social de l'auteur, ça doit relever des organismes professionnels d'auteurs. Je ne sais pas si on peut faire une ligne de partage aussi simple, car les organisations représentatives des auteurs peuvent avoir leur mot à dire sur des questions générales sur le droit d'auteur. Oui, absolument. Donc, mais je sais bien que Marianne n'a pas voulu dire le contraire, mais son propos donnait à penser que les organisations représentatives des auteurs n'avaient à intervenir qu'au regard du statut social de l'auteur. Non, elles ont aussi leur mot à dire sur le terrain du droit d'auteur, mais elles ne pourront jamais jouer le rôle compensateur que jouent les organismes de gestion collective. Mais là, on revient sur ce qui a été dit. Permettez-moi en tout cas de vous remercier de m'avoir associé à vos travaux. C'est très intéressant et très vivant pour moi. Oui, merci à vous. C'était vraiment un honneur de vous recevoir et d'avoir un éclairage juridique parce que vraiment, c'est quelque chose qui nous manque beaucoup en tant qu'auteur et autrice. Et je crois qu'il y a un mouvement, au-delà de toute cette structuration, on a aussi envie d'échanger et d'apprendre, de comprendre aussi ces mécanismes. Et merci pour la qualité de dialogue, en tout cas, de la Sophia et de la DHGP ce soir et de cette ouverture parce que c'était vraiment très agréable et très intéressant. Et je sais que ça a été très apprécié par nos internautes. Donc voilà, c'est formidable. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Bonne soirée et à bientôt pour un prochain live.